Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Nous sommes Congo Buzz, nous émettons depuis Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission de ce soir, nous recevons pour vous Maître Passimbayo. Maître Passimbayo est un haut cadre de l'UDPS Tshisekedi, que je ne présente plus, président de la COPOP. Il est également enseignant de droit à l'université de Lubumbashi. Voilà toutes les casquettes que porte Maître Passimbayo. Avec nous parlerons d'abord de ce statut, cette loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition. On va commenter. On parlera également de la Constitution. On va toucher quelques points qui concernent la Constitution. Et enfin, nous allons aussi toucher les décisions prises par le ministre de la Justice. On va les analyser du point de vue juridique et aussi même politique. Maître Passimbayo, bienvenue dans Entre les lignes. Bien, c'est un plaisir de retrouver Entre les lignes et je pense que c'est un plateau de l'ordre des plus importants dans le microcosme des chevaliers de la plume et du micro. En fait, nous sommes tous Wazalendo. Mais ça serait aussi mal à l'aise que l'on tienne toute une émission avec toute la conjugaison possible sans parler de nos frères qui meurent et des victoires qu'enregistre notre armée et nos Wazalendo, puisqu'il faut dire que Félix Tshisekedi et son armée ont réussi à désarçonner l'armée rwandaise. Et je vous dis Kagame est en difficulté. On vous disait que AFC M23 c'était le Rwanda. Et aujourd'hui, un général rwandais, en vertu de quoi peut-il être suspendu par Nanga? Mais c'est faux. Alors que le dépôt était l'ordre de Kagame, puisqu'ils ont enregistré des frappes lamentables. Les FARDC Ouazalène en font un carnage. Donc c'est de la chair à pâté entre campagne et funérailles des militaires. Kagame ne s'est pas respiré. Il est tellement préoccupé. En fait, tous les ennemis de la RDC seront préoccupés comme ça, puisque ils sont en train de porter atteinte à l'intouchable divin, y compris Ruto. Tu vois ce qui se passe au Kenya? La jeunesse, elle est mobilisée. Complètement vomi. Ce n'est plus une question de la jeunesse. C'est plus une question de la jeunesse. Puisque la loi universelle consacre l'âge de la jeunesse de 18 à 35 ans. Mais ce que tu as vu dans la rue, c'est simplement de 18 à 35 ans. Non. Ce sont des gens qui payent le prix de la conspiration, de la confidence comme malheur du peuple congolais. Maître Passimbayo, bien avant que nous puissions entamer les sujets qu'on a prévus, je crois que vous avez évoqué la question de l'Est, les problèmes de l'Est. Certains analystes pensent que la République démocratique du Congo mène très mal cette guerre du point de vue communicationnel. Parce que vous êtes un professionnel, vous savez très bien que la guerre se mène sur plusieurs champs. Le champ de bataille, la diplomatie et aussi l'axe communicationnel. La République démocratique du Congo mène très très mal cette guerre du point de vue de la communication. La communication n'accompagne pas très bien notre armée, notre pays pour la victoire finale. Quel est votre avis à ce sujet? D'abord, l'État est en train de remplir ses obligations. L'État ne peut pas fonctionner sans secret d'État. L'État ne peut pas vous dire qu'aujourd'hui nous avons décidé que les Sukhoi montent. L'État peut peut-être décider que les Sukhoi montent et vous constatez les dégâts en aval. La théorie des choses en amont et en aval dans une stratégie de guerre que l'on appelle stratagème, c'est des choses qui ne se communiquent pas. L'exemple que je donne aux gens, c'est la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que tout est mis sur la place publique? Non. Ce qui est d'ailleurs plus dangereux, il y a des choses sur lesquelles Poutine ne communique pas. Mais ce sont les médias occidentaux qui communiquent tout pensant qu'ils vont terrifier Poutine sur certaines prévisions, des stratagèmes de l'OTAN en faveur de l'Ukraine. Et que ça permet à Poutine de s'organiser dépend des stratégies à propos. Ça veut dire l'État se limite à la communication qu'il faut donner en tant qu'État. C'est comme ça que l'Indjik Kaiko
dans le Nord Kivu, c'est pas le capitaine Ngongo dans l'Ituri vous informe en temps utile des choses qui concernent l'État. L'État en même temps ne peut pas alarmer la population. C'est comme ça qu'elle prend des mesures en tant que telle. L'État doit apprendre à rebondir le choc pour éviter d'alarmer la population. Maître Passimbayo, la critique se fonde à quel niveau? C'est que les informations qui sont diffusées dans les médias congolais, c'est les médias français, c'est AFP, c'est BBC, c'est France 24, c'est TV5. C'est eux qui sont les premiers à partager les informations d'un pays qui est en guerre. Notre télévision nationale, elle est presque inexistante. La communication au niveau interne, Maître Passimbayo, est-ce que c'est une... Nous sommes agressés par un État, par les Rwandais soutenus par ces États-là. Mais ce sont eux qui sont en train de communiquer les premiers. Je vois des chaînes qui communiquent, des chaînes privées que j'appelle d'utilité publique, qui communiquent sur la situation de la guerre. J'ai vu votre confrère aîné Oscar Mbalkaïj avec des émissions 30 ans, ça suffit. J'ai vu le ministre de la Communication dans son paradigme de nouveau narratif inviter les généraux, les porte-parole de l'armée, de la police, etc., etc., pour communiquer sur la chose. Le comble, c'est qu'on ne peut pas nourrir la population simplement des informations de guerre tous les jours de la... En tant qu'État, il y a des choses qui doivent être tassées. C'est la raison pour laquelle la communication qui se fait en France, aux États-Unis, en Angleterre, ce sont des sociétés. La société occidentale, elle est libérale et démocratique. Elle vit de ça. Mais nous ne pouvons pas faire des informations qui sont les nôtres un fonds de commerce. Je t'ai dit autrefois que la RTNC est suivie par les ADF. Les Codeco. Le M23, là, ils suivent. Donc on ne peut pas tout faire passer un peu comme pour éveiller leur quiétude. Non. Bon, c'est que ce qui se passe du point de vue communicationnel pour la RDC se passe bien. Si, mais je dis que ça se passe bien en tant que société simplement démocratique. Nous ne sommes pas une société libérale et démocratique pour que l'on puisse mettre tout à la place publique. C'est très différent. Et puis j'ajoute un autre élément en disant que dans la gestion d'un pays, les autorités politico-administratives sont liées aussi à une espèce d'obligation de réserve. Sinon, l'infraction du secret d'État n'aurait pas sa raison d'être. Il y a des choses qui doivent être gardées au secret. C'est comme pendant que je te parle, c'est moi qui t'informe que Tshisekedi et les FARDC et les Ouazalendo ont désarçonné l'armée rwandaise. Au point que sur 10 cas par jour que l'on enregistre des morts ou par 2 heures pour chaque affrontement, vous avez là-bas 7 Hutus qui meurent et 8 Tutsis qui meurent. C'est une logique normale puisque le Rwanda est un pays à majorité Hutu et à minorité Tutsi. Voyez-vous? Et Kagame, c'est chaque 3 mois, 6 mois qu'il change d'autorité militaire. Pourquoi? Puisque devant l'échec répété, les hôpitaux sont bondés au Rwanda. Les funérailles des militaires se passent par moments à l'insu de leurs membres de famille. Et les vélos pour les infirmes, ça fait de la bonne affaire au Rwanda. Puisque officiers, sous-officiers, caporaux, militaires de rang, autant que nombreux finissent comme cadavres dans le sous-sol congolais, autant que nombreux rentrent chez eux blessés. On va rester sur... Est-ce qu'on peut, nous, prendre le temps de faire cette apologie comme on le fait? Et puis, la communication à notre époque est devenue une question horizontale. Et que par toute voie de conséquence, je viens d'avoir une information, par exemple, qu'il pourra faire matin demain. Tout Bunagana est récupéré par nos FARDC, mais jusque-là, la RTNC ne l'a pas donné. Pourquoi la RTNC ne la donne pas? Puisque cette chaîne de la RTNC est suivie par les ennemis de la République. Donc, vous voulez dire que... Et auparavant, quand on essayait d'en faire publication comme ça éveillait leur quiétude. Bunagana est récupéré aujourd'hui. Je dis que l'on ne fera pas demain matin, tu pourras apprendre que Bunagana est récupéré, puisque nous avons pris une partie de Bunagana. Nous avons même encerclé. Ça veut dire que tous ces militaires rwandais là,
et leur inconditionné ramassé ça et là, nous allons en faire de la chair à pâté. Mais toi, Passimba, déjà au niveau de la dénomination de ceux qui Et nous... puis je me dis, mais pourquoi vous, en tant que chaîne de radio et de télévision privée au Congo, Mhm. vous vous abstenez de faire de la communication par rapport à ce qui se passe à l'Est? Mais si, nous le faisons. Nous le faisons, mais avec des moyens limités. Si, mais ça veut dire, non, mais vos moyens sont toujours privés. Vos moyens à vous sont toujours des moyens. Vous êtes une chaîne commerciale. Mais bien sûr. J'ai dit capitaliste. Oui, bien sûr. Ça veut dire, la RTNC est une chaîne qui poursuit l'intérêt général. Et il y a une certaine manière de comment poursuivre l'intérêt général. Il y a des choses que la RTNC ne fait pas, mais la CP fait. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de la communication comme dans la propagande de football. Non. Non, il n'est pas question de la propagande comme dans le football, mais nous essayons de comparer. Quand on compare la situation russo-ukrainienne, la situation RDC-Rwanda, on se rend compte que ceux qui communiquent, par exemple pour le cas de l'Ukraine, la France en premier, vous vous rendez compte que c'est une communication Ah, mais c'est une très bonne question, puisque qui va, Mais- qui, mais la qui- France, qui elle va est- vraiment en défaveur mais de la Russie. la Mais France chez est nous, clopin-clopin. on ne voit pas une certaine stratégie communicationnelle pour mener cette guerre sur ce champ-là et puis l'emporter. Nous communiquons pour nous. Oui. Mais il ne faut pas oublier que la France nous gère dans une politique diplomatique que j'appelle la politique de l'embrayage et de l'accélérateur en même temps. En ce sens que, autant qu'elle donne l'impression qu'elle est contre l'agression rwandaise, mais dans le coulisses, elle signe des accords secrets avec le Rwanda. Bah Vous là- comprenez? Non, Oui. je vais en venir. Ça Oui, veut dire, oui. les médias sont un instrument du pouvoir occidentaliste en Occident. Et c'est comme ça qu'ils essaient de jouer. Ils peuvent ici. Mais Félix Tshisekedi a battu campagne pendant que toutes les chaînes françaises ne parlaient pas en bien de lui. Ça parlait en faveur de Katumbi, et en faveur de Mukwege. Mais la réalité a fini par l'emporter. En fait, on ne peut pas forcer à un pays étranger de parler en notre faveur. Donc le principe là de France 24, actualité, égalité, Fraternité. non, mais c'est pas liberté. Liberté. C'est de la foutaise. Actualité. C'est un instrument Hmm. de la politique internationale française. Mhm. C'est comme ça que RFI ramasse des numéros de quelques membres de la société civile qui sont à tendance alarmiste. Et quand on les appelle, mais qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce qui se passe en Ituri? Celui-là, il pond un résultat alarmiste qui court même le risque de tomber dans l'infraction de propagation de faux bruits. Alors que nous, en tant qu'État, Mhm. poursuivant un intérêt général, on ne peut pas communiquer comme un instrument de propagande, on ne peut pas communiquer comme, comment je vais dire, comme une chaîne qui commercialise l'information. Non, la RTNC ne vend pas l'information. La RTNC met l'information à la disposition du peuple congolais selon l'obligation constitutionnelle dont on parle, le droit de l'information. Ils ont le droit d'être informés. Mais la loi n'a pas dit comment ils doivent être informés. C'est dans le pourquoi et le comment que les médias publics, Donc, la RTNC, la- 1, 2, 3 et Ouais, l'ACP, la stratégie de la RDC sur le front communicationnel est totalement différente de ce qui se passe, notamment entre la Russie et l'Ukraine, et tous ces médias qui informent sur la Russie et l'Ukraine. Mais en une certaine mesure, La puisque stratégie les de médias la dont vous RDC, parlez, ce sont les médias britanniques, c'est BBC, Hmm. ce sont des médias français, c'est par moments des médias américains, VOA, tout ce qu'on raconte. Ça veut dire, c'est un instrument de leur politique internationale. Mais nous, la RTNC et l'ACP, ce sont des instruments régaliens, existentiels de notre pays. Voilà la différence. Et surtout qu'ils ne sont pas nos auxiliaires. Ils font des choses contre les intérêts de la République. D'accord. Puisque la France, depuis qu'elle avait été accusée par le Rwanda, d'ailleurs une accusation fausse, mais je n'ai pas compris comment la France a cédé, et Macron est venu s'excuser à Kigali. Il est tout à fait normal qu'ils soient en train de graviter autour du pot quand il s'agit de la guerre dans la région de Grand Lac. Mais ce qui nous plaît au moins, c'est que les institutions internationales, comme le HCR, qui est un organisme international, une institution entre guillemets, mais comme l'ONU, ils vous disent par exemple que les militaires ougandais sont maintenant en association avec les militaires rwandais dans le M23 contre la RDC, même si nous continuons à en faire des cadavres.
Donc c'est pour te dire que quand ils communiquent, et ils en prennent, ils en font simplement flash. Mais personne ne peut communiquer à notre place. Vous êtes, si... vous êtes un haut cadre du parti présidentiel. Ouais. L'armée ougandaise qui est en connivence avec l'armée rwandaise pour nous faire mal. Cette même armée ougandaise, nous sommes en même temps en train de mener des opérations conjointes, notre armée et l'armée ougandaise. Des opérations conjointes qui se font dans le Nord Kivu pour neutraliser les ADF. Les rapports sont là qui incriminent les ADF. Jusque-là, aucune décision de la part des autorités pour mettre fin à cette coopération avec l'armée ougandaise. Ça veut dire qu'il y a... Non, nous avons mis fin. Nous sommes en phase de l'écoulement. Vous avez suivi le général Chiwewe avant et après. Mais non, nous sommes toujours en coopération militaire avec l'Ouganda. Nous sommes en coopération militaire finissante. Et puis nous sommes dans deux réalités différentes. Ici, nous avons un ennemi commun qui est ADF, c'est pas ADF Nalou. Ou cela on peut ajouter Codeco. Mais là-bas, par la solidarité, j'imagine, népotiste ou identitaire, puisque Kagame et Museveni partagent la même ethnie, et qu'on essaye, parce que le fils de Museveni est né de l'alliance entre Museveni et la sœur de Kagame, ce fils qui est devenu chef d'état-major essaye de tendre la perche à son oncle en envoyant frauduleusement des militaires ougandais dans les rangs du M23 en association avec les Rwandais. J'ai dit Dieu merci, Rwandais tout comme Ougandais, nous en faisons du carnage. Mais maintenant, mets-toi devant cette situation. Comment il faut gérer? Puisqu'il s'agit de deux réalités différentes. Ici, c'est une réalité frauduleuse et là-bas, dans la mutualisation des forces, est une réalité officielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, nous prenons l'officiel, nous mettons fin à l'officiel par l'officiel, mais ce qui se passe frauduleusement, heureusement pour nous, l'ONU vient de sortir un communiqué y afférent, et donc par toute voie de conséquence, c'est eux qui meurent, c'est eux qui perdent. Mais en temps, la population continue de mourir aussi, la population congolaise. Écoute, tout récemment, à Lubero, il y a eu beaucoup de morts. C'est ce qui se passe avec ces islamistes, c'est qu'ils viennent avec des machettes, ils sont confondus à la population. Vous comprenez, nos militaires sont en tenue, ils sont identifiés en tant que militaires. Heureusement que le général militaire et le gouverneur militaire et autres ont trouvé une formule de les infiltrer aussi en civil pour essayer de les embrigader dans la chose. Il s'agit là d'une guerre asymétrique. D'accord. Maître Passimbayo, l'appellation, la qualification de M23. M23 soutenu par le Rwanda. La question que l'opinion se pose, c'est que M23, ils sont de quelle nationalité? Mais d'abord, puisqu'ils sont soutenus par le Rwanda, ils sont de quelle nationalité? Mais la réponse est simple. Oui. Lorsque nous avons déclaré l'état des sièges et que le conflit entre le Congo et le Rwanda est monté au créneau, Kagame est allé signer en lieu et place du M23 à Luanda. Vous comprenez? Uhuru Kenyatta encore au pouvoir. Tshisekedi le sollicite dans le cadre de l'EAC. Déjà, comment il faut entrevoir? Dans la phase embryonnaire, Kagame a été invité à Nairobi. Il a signé en lieu et place de Rwanda que j'accepte que le M23 va se retirer du sol congolais. Mais je vous pose la question. Quand le père, qui est rwandais, signe en lieu et place du M23, sont-ils de quelle nationalité? Mais pourquoi nous? On y va c'est très sensible ce que vous dites. Allez-y. Ils sont de nationalité rwandaise. Et aujourd'hui, à cela, c'est devenu une agression rwando-ougandaise. Mais le président de la République est toujours rectiligne dans sa manière de faire les choses. Il dit, il est possible que certains Congolais aient été manipulés par Kigali, fabriqués par Kigali. Dans le cas sous examen, puisque je vous dis que ce sont des pantins, nous allons créer un cantonnement, un pré-cantonnement à ceci, puis un cantonnement à Kichanga, et puis par la suite, nous irons les démobiliser à quelques kilomètres de Kindu. Les avez-vous vus venir à Kichanga s'ils sont congolais? Puisque c'est une déclaration que Fachi a faite devant les instances internationales. Ça veut dire, autrement dit, sur le plan juridique, ces gens-là ne sont pas des Congolais, juridiquement parlant. Ce sont des Rwandais. Et aujourd'hui, l'ONU ajoute une autre qualité, que ce sont des Ougandais. Mais maintenant... Mais la question qui se pose... L'agression ne peut être qu'un acte
d'un État étranger contre un autre. Mais pourquoi nous disons, si nous sommes conscients qu'il s'agit d'une agression, Ouais. pourquoi ne disons-nous pas que nous sommes attaqués par le Rwanda? Mais nous disons tous les jours que nous attaquons, nous sommes attaqués. Nous disons par contre que nous sommes attaqués par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Non, écoute, c'est un problème de jargon. C'est contradictoire. Nous, s'il vous plaît, le ministre Lutundula a déposé plainte contre qui? Mais c'est contre le Rwanda. L'ONU qui parle ici a cité quoi? Cité le Rwanda et l'Ouganda. En fait, il faut éviter de mélanger le jargon diplomatique et le jargon juridique. Il faut que ça soit clair, Maître Passimbayo. Mais c'est ça que je dis, mais le jargon qui est le vôtre, c'est un jargon journalistique. Mais moi, je vous aide. C'est un jargon officiel. Je vous aide à pondre la vérité. Je vous dis que si nous n'avons pas accusé le Rwanda, Félix Tshisekedi n'aurait pas posé tous ces actes. Lutundola, qui était ministre aux Affaires étrangères, n'aurait pas posé tous ces actes. Didier Manzenga Mukanzo, en son temps, sauf erreur de ma part, ministre, c'est pas de la coopération, ne se serait pas battu dans une conférence en Europe. Tous les officiels congolais n'auraient pas accusé le Rwanda. Vous comprenez? Et le Rwanda dont on parle, son président a signé un lieu et place du M23. Pourquoi la RDC n'a jamais voulu négocier avec le M23? Puisque Kagame s'est porté garant en signant un lieu et place du M23. Donc il prouve à la face du monde. Mais quand vous suivez les communiqués officiels de l'armée nationale, du gouvernement congolais, on ne cite pas directement l'armée rwandaise. Ils ont intitulé ce mouvement-là le M23. Le M23. Et puis ils vous disent que nous avons été attaqués par le M23 soutenu par le Rwanda. Vous penchez d'un seul côté. Ils vous disent que nous avons été attaqués par le Rwanda via ces supplétifs du M23. C'est deux jargons que je t'ai mis dans le panier. Bien sûr. Autrement dit, c'est pour dire que le M23, c'est l'enfant de Kagame, c'est l'enfant du Rwanda. C'est comme ça que lorsque nous arrêtons tous les jours, d'ailleurs aujourd'hui ou demain, Njike Kaiko va encore une fois vous présenter d'autres militaires rwandais qui ont été arrêtés et certains militaires rwandais qui ont décidé de déposer les armes devant la puissance de feu de FARDC et de Wazalendo. Si nous n'avons pas été attaqués par le Rwanda, en vertu de quoi les forces de la SADC seraient sur notre sol? C'est pour ça que je dis, d'un côté vous avez un jargon juridique, de l'autre vous avez un jargon diplomatique, mais faites la compote, vous avez la réponse. Merci beaucoup, Maître Passimbayo. On va avancer. Je crois que de ce côté-là, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus parce que le temps avance. Alors, la question maintenant de le statut, loi portant statut de l'opposition. Maître Passimbayo, quel regard? Vous n'êtes pas opposant? Non, je ne pense pas y retourner. En ces temps, c'est trop. Vous mourrez donc au pouvoir. Alors, Maître Passimbayo, dites-moi, quel regard avez-vous de ces conflits qui a élu domicile à l'opposition par rapport au poste de porte-parole de l'opposition? Alors, je voudrais quand même parler un peu comme un démocrate. Je vais parler historiquement, politiquement et juridiquement. Je dis que historiquement, cette mésentente-là, cette diatribe que vous constatez chez les opposants, ce n'est pas une première. Elle a existé. Je vous donne un exemple. Aux élections de 2006, puis par la suite, il y a un résultat que vous connaissez. Alors, l'on se rend compte qu'il serait possible que c'était Jean-Pierre Bemba qui aurait gagné ces élections-là. Mais l'Occident n'était pas avec lui. On convoque Kabila et Jean-Pierre Bemba au siège de l'effort ici, 14 jours avant la publication des résultats par la Cour suprême de justice, faisant d'office de la Cour constitutionnelle. Eh bien, écoute, on dit au gaillard, mais écoutez, tu as gagné, mais on ne veut pas de toi, on veut de lui. Voici les doléances auxquelles nous sommes partis avec lui. Non, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent en campagne, nous allons régler cette question-là. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba prenant parole. Chers compatriotes, vous avez été surpris, comme nous, par la décision rendue par la Cour suprême de justice, qui est le dernier rempart judiciaire dans notre pays. Ces décisions sont susceptibles de recours. J'ai fini par accepter l'inacceptable. Mais alors, la paix pour laquelle j'ai pris les armes, j'ai décidé de la préserver en acceptant de me faire passer pour le chef de file de l'opposition. Donc il y avait un deal. Alors par rapport à ce deal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pondre une nomenclature qui va donner une casquette à Jean-Pierre Bemba. Et quand tu lis cette loi-là de 2007,
c'est parmi les premières lois de l'entrée en matière du premier parlement de la Troisième République. Elle date du 4 décembre 2007. Oui. Alors, par toute voie de conséquence, on fabrique les statuts de l'opposition. Comme Bemba voulait être le chef des file de l'opposition, on prend cette loi-là. C'est toute une fabrication de la majorité. Un peu comme une loi personnifiée. Puisqu'il fallait taire les ardeurs politiques. En ce sens que le camp du MLC, le camp du PPRD, ça faisait chat et chat. Et vous connaissez la suite, puisqu'il y a eu des morts dans cette ville lorsqu'il y a eu affrontement. Alors, cette loi vient d'un deal entre Jean-Pierre Bemba. C'est moi qui réfléchis historiquement. Voilà. Alors, je suis encore dans l'histoire. Et puis, une autre stratégie, il fallait éteindre Tshisekedi. Puisque les gens comme le Louis Michel et autres, je te rappelle que Louis Michel... Tshisekedi n'avait pas pu perdre l'élection. Oui, mais écoutez, mais il fallait effacer Tshisekedi. Louis Michel a déclaré dans le couloir du prédialogue de Bruxelles que si Tshisekedi passe, moi je démissionne. Mais il était qui à cette époque-là? Premier ministre. Il n'avait pas pu perdre aux élections. C'est ça que je dis, mais Tshisekedi était un leader incontesté, incontestable dans l'opposition. Il n'a pas pris part aux élections, mais il avait un poids politique populaire incontestable. Je parle politique et histoire. C'est comme ça qu'il fallait à tout prix essayer de l'effacer. Donc, mais est-ce que Tshisekedi était concerné par cette loi à l'époque? Si ça veut dire l'impression ou l'objectif à l'époque voulait canaliser l'actus politique de l'opposition dans une entonnoir, qui est les statuts du chef des files de l'opposition. Alors, mais finalement, comme... les choses ne se sont pas faites comme il le fallait. J'imagine l'affrontement militaire à Kinshasa serait peut-être intervenu avant la promulgation de cette loi-là. Et l'on a consacré là-dedans. Il ne faut pas aussi oublier que l'UDPS est une grande école. Même dans ce parlement-là, le premier parlement de la Troisième République, il y avait les enfants qui ont été aux mamelles de l'UDPS, qui ont estimé qu'il fallait consacrer l'opposition intra-parlementaire et extra-parlementaire. Donc l'UDP avait aussi cautionné cette loi. Qu'est-ce que nous pouvons cautionner puisqu'on n'était pas dans les institutions? On ne s'est même pas fait enrôler pour 2006. Non, mais on n'a même pas participé au référendum. Oui, mais puisque cette loi consacre l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, dans l'opposition extra-parlementaire, on peut considérer que l'UDPS faisait partie, pouvait y figurer également. C'est-à-dire qu'il fallait pondre une loi qui n'allait pas tomber en contradiction avec la Constitution. Puisque la Constitution reconnaît l'opposition. Voilà, c'est comme ça que la loi ne pouvait pas être aux antipodes avec la Constitution. Et puis, finalement, la suite, c'est laquelle? 2006 est passé. 2011 arrive. Maître Passim Bayo, je vous comprends très bien, mais je veux juste comprendre. Est-ce que l'UDPS est d'accord avec cette loi-là? À cette époque-là? Oui. Mais écoute, à cette époque-là, on ne pouvait pas être d'accord avec cette loi puisqu'on n'était pas en train de participer à la marche de la République. Nous étions simplement dans notre combat démocratique. C'est ce que je voulais vous expliquer. Et puis après les élections de 2011, l'UDPS était la deuxième force politique après le PPRD au Parlement. À un moment donné, Vital Kamerhe avait tenté d'oser. Il a même annoncé postuler comme candidat chef de file de l'opposition. Les députés de l'UDPS, je me rappelle à l'époque, les Fabien Mouton Bakankato, les Koko Moulongo et autres, se sont opposés en disant que nous, en tant que grande formation politique, on ne peut pas admettre de se faire surplomber par... Mais à l'époque, Etienne Tshisekedi n'avait pas reconnu les résultats des élections par voie des conséquences. Il avait demandé à ce que les députés UDPS ne puissent pas siéger. Si, mais tout à fait, mais j'étais Félix Tshisekedi, c'est pour ça que Tshisekedi qui a été élu en Bougima, il n'avait pas siégé. J'étais pas politique. Oui. Parmi ces députés-là, il y a d'autres qui sont rentrés au parti. Certains sont rentrés à la base, certains ont eu la bénédiction de remonter les filons. Je prends pour exemple l'honorable Fabien Mouton Bakankato, qui est aujourd'hui DG de la SNCC pour le compte du UDPS. Je te parle de l'honorable Koko Moulongo, qui est aujourd'hui DG de la Caisse nationale de péréquation. Et qui avait siégé. Etc. Mais ce sont ceux-là qui se sont opposés. Même quand ils étaient en train, malgré le mot d'ordre du président de l'UDPS, mais je voyais certaines réunions qui se tenaient à Limité chez lui, où il les recevait. Vous comprenez? Il est vrai que certains sont partis comme des enfants prodigues, mais écoutez, ceux qui ont compris que leur destin est à l'UDPS sont là. Alors, mais maintenant, c'est pour vous dire que s'opposer, Fayoulou dont je parle, faisait partie de ceux à qui Tshisekedi avait interdit de siéger. Puisqu'il a battu campagne pour compte de Tshisekedi. Alors,
Je crois que Fayoulou tient un comportement dans le cas sous-espèce jurisprudentiel. Aujourd'hui, nous parlons de vous. Nous ne parlons pas de Fayoulou. Nous ne parlons pas de Fayoulou particulièrement, nous parlons... Je vais expliquer, je vais maintenant expliquer sur le plan politique, j'ai déjà quitté l'histoire. Oui. Sur le plan politique, le comportement de Fayoulou, de Sessanga et tout ce que vous connaissez là-bas qui s'oppose à la question de l'élection du président, qu'est-ce que j'ai dit, du chef de file de l'opposition, au motif que nous n'avons pas été d'accord avec les résultats de ces élections. Donc accepter d'être chef de file de l'opposition, c'est reconnaître que Tshisekedi est président de la République. J'ai entendu quelqu'un, un pro-Katumbi, dire que la conséquence c'est que nous avons reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République élu. Et donc par toute voie de moi j'ai suivi le porte-parole qui porte-parole d'ensemble pour la République. J'ai suivi un parti, c'est pas MEVMP ou PVM sur Top Congo, qui dit que nous sommes pour que Moïse Katumbi, qui a le plus grand nombre de députés de l'opposition, devienne le chef de file de l'opposition. Oui, mais Hervé Diakessé, qui est porte-parole de l'opposition, a dit entre-temps qu'ils ne reconnaissent toujours pas les résultats des élections, mais ils sont devant... Je suis Diakessé, c'est de la bambinerie. Ce qu'il a fait là, c'est de la bambinerie. Je voudrais lui dire que quand il lut la loi portant statut de chef de file, portant statut de l'opposition, cette opposition-là, laquelle eux veulent être, il l'appelle républicaine, c'est un jargon de sociologie politique. Mais en réalité, quand tu lis cette loi-là, c'est une opposition collaborative du pouvoir. La loi dit même qu'il y a même des réunions qui vont se tenir entre les députés de l'opposition et de la majorité pour orienter certaines questions. Le chef de file de l'opposition a statut de ministre. C'est le ministre Fouambali Koundé qui va commencer à le payer. Il va commencer à bouffer l'argent puisqu'on dit qu'il a statut de ministre, j'imagine qu'il aura même un cabinet. Et ce cabinet-là sera payé par qui? Mais c'est par le régime en place. Donc, autrement dit, c'est que celui-là dont vous parlez, le confrère, là, il a joué à la bambinerie. J'ai compris que cette émission à Lingala l'a mise en difficulté. Il fait ça pour graviter autour du pot. C'était une espèce de verbomanie inutile. C'est comme ça que son discours-là donne raison à Fayoulou et à Sessanga qui s'y opposent. Quand vous êtes juriste. Et pourtant, juridiquement parlant, des legs ferenda, ils ont droit d'avoir un chef de file de l'opposition. Mais lorsque vous ne savez pas naviguer dans la communication politique, dans le cas sous examen, vous donnez raison à vos adversaires opposants qui sont avec vous dans l'opposition, puisque cette même loi a consacré l'opposition intraparlementaire et extraparlementaire. Donc, autrement dit, il court le risque, si Diakessé continue à passer aux médias comme ça, il court le risque, tout en étant du côté du chef de file de l'opposition, légalement parlant, être faible que ceux de l'opposition extra-parlementaire lorsqu'on ne sait pas communiquer en politique. Tout ce qu'il a fait là-bas, c'est une simple verbomanie, c'est de la foutaise. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les idées est cohérent par rapport aux autres partis politiques? Non, je ne veux pas... Sur cette question-là. Non, pourquoi je vous ai parlé des faits politiques et des faits juridiques? Nous nous sommes opposés à ce que voulait faire Vital Kamerhe en 2013. Vous aviez refusé de prendre part, d'être le chef de file. Nous avons même refusé que l'on organise ces assises-là. Puisque l'électorat du chef de file... Pourquoi vous avez refusé? Mais puisqu'on ne voulait pas qu'en son temps, UDPS et alliés ne voyaient pas en Vital Kamerhe quelqu'un qui surplomberait le sphinx délimité. C'est de la politique. La politique est un monde fluide, multiforme et ambivalent. C'est comme ça que j'ai toujours dit que le discours de Fayoulou et compagnie est un discours de légitimité politique. Le discours de Katumbi et compagnie est un discours de légitimité légale. Mais aujourd'hui, l'UDPS est restée silencieuse par rapport à cette question. Parce que nous ne sommes pas opposants. Vous n'êtes pas opposants. Et puis ce ne sont pas nos oignons. Qu'ils attendent que c'est le ministre qui est là-bas, c'est un ministre de la mosaïque de l'UDPS. C'est lui qui paiera Katumbi, qui paiera son cabinet, etc. etc. Donc les gens, les partisans de Katumbi doivent sélectionner des bons communicants pour faire comprendre à l'opinion la stratégie qui va se faire ici. Puisque souvent, eux, ils posent des actes politiques, surtout leurs leaders, par procuration. Si, par exemple, la Wallonie libérale décide de lui dire, bon, écoutez, c'est le dernier mandat de Tshisekedi, nous estimons qu'il faut que tu sois d'abord dans les institutions comme chef de file je dis bien dans les institutions, puisque le chef de file de l'opposition est entre autres para-institutionnel.
Constant Moutamba est dans les institutions. Il a cessé d'être opposant. Il n'est plus opposant. Vous comprenez? Mais cette opposition, c'est pourtant statut là, l'opposition statutaire là. C'est une opposition collaborative du pouvoir. On ne peut pas tromper l'opinion. C'est pour ça que j'ai dit, sans être pour Fayoulou ni pour Katumbi, j'ai dit que le discours de Katumbi ou de Katumbiste, c'est un discours de légitimité légale. Et le discours de Fayoulou est un discours de légitimité politique. Prendre part à ces assises, travailler sous le règlement d'ordre intérieur de l'opposition et accepter d'être le chef de file de l'opposition, est-ce que c'est une façon pour vous de reconnaître les résultats des élections du 20 décembre? Non, pour l'opposition. Mais écoute, mais l'opposition est coincée. C'est là que nous leur donnons la leçon de la marche politique. Je te dis que le ministre qui va commencer à payer Katumbi, puisque le chef de file de l'opposition a statut de ministre. Oui. C'est Fouambali Koundé qui va commencer à le payer. Il vient d'où? De la mosaïque de l'UDPS. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Alors, Maître Pasim Mbaye. Et puis la question du règlement d'ordre de l'intérieur, en tout cas, il faut encore une fois que j'interroge, mais j'ai comme l'impression qu'il s'agira d'un règlement intra-institutionnel. C'est pour ça que j'imagine que les autres s'opposent aussi. Lisez bien cette loi là-bas. Il s'agit d'une opposition collaborative. Le mot républicain qu'ils invoquent là, c'est un jargon générique. Fayoulou peut aussi se dire que je suis opposant républicain, puisque je m'oppose à Kagame, qui agresse notre pays. Vous savez que, savez que Fayoulou et Mukwege sont des anti-Kagame. Donc, c'est un discours républicain qu'il tient, c'est un discours patriotique. Donc, ce que Diakès a dit là-bas, nous sommes une opposition républicaine, c'est un jargon générique. En d'autres termes, ils donnent des béquilles. Ils sont dans la ratio legis. Oui. Délégué Ferenda, quand tu lis cette loi-là de fond en comble, ça donne naissance à une opposition collaborative. C'est-à-dire qu'une opposition collaborative est-elle libre d'agir comme une opposition qui n'est pas collaborative? Elle est libre de choisir son mouvement, mais seulement qu'elle sera sous perfusion financière du régime en place. C'est la loi qui le prévoit. C'est qui paye? Et puis moi je dis que cette opposition, écoutez, il ne faut toujours pas donner l'impression que... Je pensais que Katumbi avait accepté sa fin politique, mais j'ai comme l'impression qu'il rebondit encore une fois d'un mauvais pied. Mais Madame Inamizi qui est à l'Assemblée nationale dans le bureau, même si cette place-là est réservée à l'opposition, vous savez qu'elle a challengé avec Constant Moutamba. La différence de voix faisait, je ne sais pas, 23 voix ou quelque chose comme ça. C'était 80 quelques et 100 et quelques. Mais ça veut dire... Vous savez pourquoi il est allé embrasser le secrétaire général de l'UDPS? C'est puisque nous, à nous seuls, UDPS, nous avons 75 élus. Plus Mosaïque, ça fait 75. Donc en tout, ça nous fait 150 députés. Ça veut dire que les gens de l'UDPS ont voté aussi pour Mme Inamizi. Pourquoi? Vous dites quoi? Pourquoi les gens de l'UDPS? C'est un droit parlementaire. Quel était l'intérêt des gens de l'UDPS de voter un candidat? Pas les gens de l'UDPS, les députés de l'UDPS. Les députés UDPS. C'est un exemple que je donne. Les élus UDPS. Je te donne cet exemple pour dire. Quel intérêt? Et Constant Moutamba qui était opposant, et Mme Inamizi opposante, à l'instant du challenge électoral pour la place de rapporteur adjoint, tous les opposants, à eux seuls, ils n'avaient que quelque chose comme une quarantaine de députés. Ça veut dire que personne ne peut se pavaner en disant j'ai mérité par moi-même. Non. C'est l'union sacrée qui a voté Mme Inamizi. Et dans cette union sacrée, l'UDPS et Mosaïque a 150 députés. L'UDPS qui s'était opposé à cette loi, à l'époque, la loi portant... On ne s'était pas opposé par un exercice parlementaire. Non, vous vous étiez mis à l'écart. On s'est mis à l'écart avant la naissance de cette loi. On était contre cette constitution, puisqu'on a même refusé de se faire enrôler. Tout ce qui se faisait à l'époque dans les institutions était pour vous illégitime et illégal. Parce que mais dès lors que cette loi avait été votée au Parlement à l'époque, née de cette constitution, Kabila l'a promulguée, mais la loi, elle devient erga omnes, opposable à tout le monde. Oui, elle devient opposable à tout le monde. Et y compris nous, l'UDPS. Sinon, Félix Tshisekedi n'allait pas accéder au pouvoir
dans les entrefaites de la Constitution que nous avons rejetée en 2015. C'était notre droit démocratique légitime. Votre droit démocratique légitime. Quand vous analysez cette loi, est-ce qu'elle a des imperfections? Quelle loi? La loi portant statut de l'opposition. Si, quand vous la lisez, vous en tant que juriste... Si, elle a des imperfections. La première imperfection, c'est que elle est d'une maternité contextuelle. De l'époque, là, je viens de vous expliquer. Il fallait tenter de flatter Jean-Pierre Bemba. Et j'ai l'impression que ça vient d'un deal entre Bemba et Kabila. Vous dites? Ça vient d'un deal entre Kabila et Bemba. Bon, mais vous pouvez dire ça comme vous voulez. Puisque, écoutez, jusqu'ici, quand Jean-Pierre Bemba, lors de la prise de parole après les élections de 2000... C'est une question que j'ai posée. C'est moi qui vous réponds. Oui, allez-y. La communication politique est une science à part. Je dis que Jean-Pierre Bemba dit « J'ai fini par accepter l'inacceptable ». Mais néanmoins, la paix pour laquelle j'ai pris les armes, j'ai décidé de la préserver en devenant le chef de file de l'opposition. Là, nous sommes en 2007. Nous sommes après les élections de deuxième tour. C'est même après que la Cour, 14 jours après le prononcé de la Cour suprême de justice. Oui. Et je vous présente le contexte dans lequel est née cette loi. Moi, je l'ai lu. Elle n'a même pas beaucoup d'articles. Je l'ai lu, j'ai compris que c'était un vite fait. Je pense qu'on doit la remettre sur table pour bien la peaufiner, afin que l'on respecte le multipartisme tel que conçu dans notre Constitution. Puisque là, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'enfermer certains mouvements politiques d'opposition dans un carcan. C'est là que je dis le comportement de Fayulu et de Sesanga est un comportement de légitimité politique. Pour que je sois juste, je vous dis en même temps que le comportement de Katumbi et compagnie, le Katumbi Matata et tout le reste, est un comportement de légitimité légale. Puisqu'il y a une loi qui leur donne le droit de se comporter comme ça. Voilà. Maître Passim, on va évoluer. On vous a entendu cette question. Merci beaucoup. Constant Mutamba, ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Opposant à Félix Tshisekedi, il est finalement désigné ministre de la Justice pendant qu'il s'est opposé au président Tshisekedi. Oui, mais écoutez, d'ailleurs... Il n'a jamais été en alliance avec lui, jamais, pendant cette période de campagne. Jamais en alliance. Mais il se réclamait toujours de l'opposition. Il a même été candidat au poste de rapporteur adjoint. Tout à fait. Qu'est-ce qui a prévalu selon vous à sa désignation au poste de ministre d'État et ministre de la Justice? Mais vous me posez une question mystique. On dit que le ministre est nommé par le pouvoir discrétionnaire. Donc je ne sais pas entrer dans le secret de la chancellerie impériale pour dénicher qu'est-ce qui a fondé le choix sur Constant Mutamba. Un opposant. Le seul avantage. Qui n'a aucun poids politique, aucun poids parlementaire. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais écoute, tous les opposants... Il y a deux contradictions. Il n'a aucun poids parlementaire, il est opposant. Malgré tous ces... Quand vous dites aucun poids parlementaire, ça veut dire quoi? Leur regroupement, ce n'est pas 10 pros, mais semble avoir 3 ou 4, 5 de députés. Bon, ça ne fait pas poids, effectivement. Mais même Katumbi n'a pas de poids parlementaire. Tshisekedi est en train de régner sous une majorité parlementaire absolue. Donc, il ne faut pas que nous puissions utiliser la politique de 2 poids 2 mesures pour juger l'un tout comme l'autre. Seulement qu'en vertu de la loi que nous avons scrutée tout à l'heure, Constant Mutamba n'est plus opposant. Il est devenu membre de la mouvance. Sans explication. Vous dites? Sans aucune explication. Il est devenu membre de la mouvance sans explication. Bon, c'est à lui de répondre sur les explications. Je ne suis pas son avocat, mais seulement que Constant Mutamba n'est pas rwandais. C'est un fils du pays. Il a été nommé ministre. Tu sais, tu vois, en politique, à un moment donné, la morale devient situationnelle. Donc, il ne faudra pas poser beaucoup de questions, sinon vous poserez la question. Mais comment expliquer que Matata Pogno a été démêlé avec la justice? Et jusque-là, il circule librement. Comment se fait-il que Salomon Idikalonda a été démêlé avec la justice? Il circule librement. Nous attendons peut-être le jour où les juges attendraient, le pouvoir judiciaire attendrait le jour où ils vont se comporter, comme dindon de la farce, qui disent ah, donc c'est comme ça que vous voulez vous comporter. Mais ce n'est pas n'importe quel ministre, Maître Passim Bayo. Si. Ministre de la Justice, garde des Sceaux,
La justice, c'est un ministère régalien. Mais Constant Moutamba est un confrère. Vous ne pouvez pas lui régner le droit d'être ministre. C'est La un, justice surtout. c'est un ministère régalien. Mais oui. Et en tant que tel, dans la pratique politique, les ministères régaliens sont généralement réservés aux partis au pouvoir, au parti présidentiel. Maître Passimbayo. Moi, d'abord, je suis de l'école selon laquelle Mhm. tous les ministères sont des ministères régaliens. Puisqu'en droit constitutionnel, quand on parle des fonctions régaliennes de l'État, on prend 3 éléments fondamentaux. L'État-providence, l'État réglementaire ou réglementateur et l'État gendarme. Vous comprenez? Mais quand tu éclates, tu fais la déduction de ces 3 principes que je viens d'énoncer ici, tu vas te rendre compte que tout le gouvernement gravite autour du caractère régalien de l'État. Donc, alors, les gens ont pris l'habitude d'appeler ça ministère régalien, défense régalien, intérieur régalien, justice régalien. Je prends le jargon du populaire comme vous le voulez. Non, pas du tout. Je prends le jargon de la rue comme vous le voulez. Alors, La rue, pourquoi? mais il est avocat, le confrère Moutamba. Il serait une fabrication du pouvoir pour embrouiller. dites- Il serait une fabrication du pouvoir pour embrouiller l'opposition. Et voilà. Il n'est plus opposant en vertu Et de voilà. la loi. Mais il n'est plus opposant. Il n'a jamais. Il est désormais mouvancier. Il n'a jamais été opposant pour l'opposition. Vous dites hein? Il n'a jamais été opposant. Il jouait à l'opposition. Non. Écoute, l'opposition est un choix. L'opposition est un choix. Fabriqué. C'est Moutamba qui publiait... il serait fabriqué. Non, il publiait même des appels qui lui venaient des gens de l'opposition, l'invitant à faire ceci, faire cela. Alors, pourquoi allez-vous dire alors que pendant la campagne ici, par exemple, Délice Sanga était avec Katumbi, mais en vertu de quoi il s'opposerait à cette histoire de chef de file de l'opposition? C'est la question que je vous pose. Donc, ne voyez pas simplement le mal que vous concevez selon votre entendement sur Non, Constant c'est une Moutamba. question, maître. Non, oui, mais je suis en train de vous expliquer. Donc je ne vois pas un ange parmi tous ces gens-là, que ce soit le camp de Moutamba, tout comme le camp de Katumbi Matata et compagnie. Je ne vois pas un ange là-dedans. Donc, il ne s'agit pas d'une personne, Ils sont tous des opérateurs politiques un opposant. qui savent naviguer au regard de leurs intérêts. Parce qu'il C'est est, pour Moutamba, il est le seul opposant aujourd'hui à se retrouver au pouvoir. Voilà Si. pourquoi l'opposition pense que il n'a jamais été Nous, véritablement le droit m'apprend. opposant. Il jouait plutôt à l'opposition, fabriqué par le pouvoir pour embrouiller les pistes de l'opposition. Écoutez, vous me posez une question qui tend vers la mystification. Comment ça, Maître Passimbayo? Constant Moutamba a été enregistré au Parlement comme opposant. Oui. Voilà pourquoi il a postulé au poste de rapporteur adjoint. Oui. Ce n'est pas moi qui ai postulé à sa place. Il a gardé sa connotation d'opposant. Mais quelques semaines après, Constant Moutamba devient ministre de la Justice au sein du gouvernement Tshisekedi. Par surprise générale. Au regard de la loi, Hmm. est-ce que c'est interdit qu'un opposant soit nommé ministre dans la mouvance? Il ne cesse- La réponse, c'est non. Il cesse d'être ministre. Il cesse d'être opposant. Il cesse d'être opposant en vertu de la loi du 4 décembre 2007. Je l'ai vu en France, le récent premier ministre de Macron. Mais c'était son opposant chez les Républicains. Mais il a fait de lui Le Premier ministre. Premier ministre. Jean-Yves Le Drian, ce monsieur-là. Mais il était du gouvernement Hollande. Mais quand Macron accède au pouvoir, il le prend. Ça veut dire qu'il s'agit simplement des jeux politiques. Vous pouvez appeler ça transhumance, appeler ça comme vous voulez, mais au moins en droit démocratique. Chaque opérateur politique est libre de faire son choix et de justifier son choix politique en toute légitimité démocratique. Voilà pourquoi Bushman John, qui définit la démocratie dans son livre intitulé L'Afrique indépendante, que c'est la liberté, la participation et l'égalité. Or, il s'agit là d'une question de démocratie participative. Pourquoi vous allez les lui interdire? Donc laissez Moutamba, que j'ai vu entrer en fonction de manière exceptionnelle avec un bulldog. J'imagine qu'il nous a envoyé un message fort en disant il va réparer beaucoup d'erreurs dans la marche de la justice, puisque le chef de l'État s'en est aussi plein. Voilà un peu. Est-ce que c'est obligatoire De... pour chaque Congolais, avant de commencer le service, de chanter l'hymne national?
comme il a instauré au ministère de la Justice. Vous dites qu'il a instauré, n'est-ce pas? Oui. Alors ça fait partie de la politique de son département. L'époque où l'hymne national était une obligation, c'était sous le MPR. Mais n'oubliez pas que dans notre code pénal jusqu'ici, il y a encore une infraction qu'on appelle l'outrage à l'emblème national. Or, l'emblème national, l'hymne national, quand ça se chante, tout le monde est acheminé vers notre drapeau. Donc, il ne faudra pas que les gens se cassent les nerfs en train de réfléchir sur des choses qui sont normales et faisables. Donc, moi, je soutiens Constant Moutamba, surtout quand il a pondu sa communication sur les homosexuels. Oui, le dévergondage sexuel, mais ça ne va pas. On ne vient pas de là, s'il vous plaît. On ne vient pas de là. La manière dont France 24 a communiqué sur le communiqué de Constant Moutamba, on l'a sorti de son contexte, on l'a tourné en dérision. J'aurais voulu les entendre, eux, de TV5 et de France 24, communiquer comme ça quand il s'agit de nos frères qui meurent à l'Est depuis 30 ans, ça suffit. Et donc, moi, je pense que les gens racontent des histoires, ils disent que non, mais l'homosexualité n'est pas une infraction. Effectivement, il n'existe pas une infraction en droit pénal congolais positif. Jean-Claude Katende l'a également dit. Si, mais écoutez, c'est à taper à côté. Jean-Claude Katende dans la logique du principe de la légalité des peines et des délits. Vous comprenez? Dans notre code pénal congolais, l'infraction d'homosexualité n'est pas encore coulée en prévention. Mais l'acte d'homosexualité, l'apologie d'homosexualité, rend compte des éléments constitutifs des autres infractions. L'outrage à la foi publique, l'atteinte aux mœurs, l'attentat à la pudeur, etc., etc. Comme ça s'est fait. D'ailleurs, moi je vais plus loin. Est-ce que vous savez que la loi sur la législation de presse, la éthique et déontologie journalistique, vous exige, vous, professionnels des médias, de pouvoir éduquer la masse et de ne pas faire passer à la radio, à la télévision, des choses qui portent atteinte à l'éducation, à notre culture. Mais quand vous voyez vos histoires de Maboke ou de vos théâtres de chez nous ici, des hommes qui s'habillent comme des femmes, les gens qui commencent à s'aimer, oh c'est mon papa, ou c'est ma maman. Mais que ça porte atteinte aux mœurs. C'est pour ça que je voudrais tirer l'épingle du jeu en disant que il ne faut pas simplement dormir sur le principe de la légalité des peines et des délits. Il faut aussi se réveiller sur l'arsenal juridique congolais. Il y a des choses qui sont coulées et en infraction et en délit par rapport aux actes des homosexuels. C'est inadmissible. Et d'ailleurs, dans la loi de 2006 portant sur les violences sexuelles, on a rendu le viol amphibologique. On dit le fait pour un homme d'introduire une partie de son corps ou tout objet dans tout orifice de l'individu contre sa volonté, tombe sous le coup de l'infraction de viol. Et puis je vous signale que le viol, sous la loi de 2006, est devenu une réalité amphibologique. Moi, j'ai traité un dossier il y a à peu près 6 ans, où un gaillard est entré par le rectum d'un jeune homme qui était encore élève à Lubumbashi, et nous sommes allés en justice. Vous comprenez? Et connaissez-vous l'infraction qui avait été retenue? Viol? Oui, caractère aggravé. Caractère aggravé. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. Il s'agit de notre culture. Et puis, quand tu rentres dans l'Égypte pharaonique, nos ancêtres, ceux qui ont créé l'Égypte, qui ont créé la médecine, qui ont construit les pyramides. L'Égypte noire. Non, mais écoute, l'Égypte a toujours été noire. L'Égypte aujourd'hui n'est pas... Si, mais vous parlez de l'Égypte en tant que nation, mais je ne vous parle de l'Égypte en tant que puissance antique. Oui. Mais tous ces régimes, toutes ces civilisations, celles d'Égypte, même si vous osez prendre le royaume de l'Empata Mero et de Mero et Darfour, vous prenez ce qui s'est passé avec les empires Songhai, etc., etc. Même si on rentre chez les Carthaginois, aujourd'hui c'est pas Tunisie ou Maroc, l'homosexualité n'avait jamais été notre culture. La Bible m'apprend qu'après la traversée de la mer Rouge, la traversée miraculeuse, là, les enfants d'Israël en route vers la terre promise, pendant que Moïse traînait à la montagne en contact avec le Très-Haut, il a trouvé une abomination lamentable. Là-bas, on constate que les hommes couchaient avec des hommes, les femmes se prenaient entre femmes. Et puis quand je te renvoie à Sodome et Gomorrhe,
Mais tous les exemples que je te cite là, il n'y a pas un seul exemple noir. C'est-à-dire l'homosexualité ou le lesbianisme n'ont jamais été notre culture. Donc dans notre ADN là, ça n'existe pas. C'est un mensonge de faire croire aux gens que non, la politique du genre, c'est comme quand les enfants viennent au monde, certains sont gauchers, certains sont droitiers, c'est faux. Ça n'a jamais été notre culture. Et donc, sur cette question-là, je pense que Constant Moutamba avait bien vu. C'est comme ça qu'il agite tous ces gens-là. Puisque la prévention en tant que telle n'existe pas, mais l'acte, l'apologie de ce dévergondage sexuel-là, rencontre d'autres infractions dans notre code pénal. Là où peut-être je peux demander au ministre Constant Moutamba, c'est par rapport à la question d'F92, de pouvoir effectivement convoquer quand même une espèce d'une réunion qui serait intitulée États généraux, pour essayer de bien asseoir une espèce de faisabilité. L'idée est bonne s'il veut faire accélérer les documents définitifs par rapport aux ONG, aux ASBEL, aux ONGD, aux ONGI, que je m'abuse. Mais de manière, je suis tenté de dire draconienne, mais le mot le plus souple va venir avant la fin de l'émission. Alors, de cette manière, on dit pour 30 jours, tous les F92 vont tomber, etc., etc. Je pense qu'il faut peut-être essayer de tempérer et convoquer une espèce d'une réunion d'État généraux sur la question et essayer de bien échelonner cette affaire-là et pouvoir y aller étape après étape, puisqu'il y a certains qui viennent de se faire enregistrer quelques jours avant l'entrée en fonction du gouvernement, ils ont leur F92, et puis par la suite on dit non, ça n'a plus de raison d'être. Ce sont des choses qui doivent s'étudier pour essayer de prendre. En plus, là où il a raison, c'est que le F92 n'est pas un document définitif. C'est une attestation provisoire. Mais s'il peut accélérer les choses, le problème, c'est la nonchalance administrative. S'il peut faire accélérer les histoires, eh ben, l'opinion acclamera pour lui. Pour finir, 30 secondes, le parquet financier, il a aussi évoqué l'idée de la création, d'entamer des réflexions sur l'institution d'un parquet financier pour décourager les détournements et la corruption. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, écoute, l'idée est bonne, mais il ne faut pas multiplier les institutions de poursuite. Je pense qu'il faut renforcer la capacité de la Cour de compte. La Cour de compte a des organes poursuivants. Et je vous informe que dans notre arsenal juridique actuellement, même le parquet civil peut poursuivre les infractions financières. L'IGF qui est réputé aujourd'hui n'est pas un magistrat, c'est un simple OPJ. Mais seulement qu'il est IGF dans une agence attachée à l'institution président de la République. Et donc lui, quand il traite les dossiers et ainsi de suite, il envoie d'abord à son chef direct. Et puis le chef direct étudie la possibilité de pouvoir les couler, les remettre entre les mains de la justice, ce qui n'est pas le cas avec la CNRF, ce qui ne serait pas non plus le cas avec les parquets préjuridictionnels que nous avons. Donc moi, je le conseillerais de d'abord renforcer la capacité de la Cour de compte, puisque la Cour de compte, elle me semble être le patron de poursuite en matière de gestion fiduciaire ou tributaire des choses de l'État. Et de cette manière-là, il peut tempérer la question du parquet financier, parce que créer un nouveau parquet financier aujourd'hui, c'est une nouvelle institution que l'on crée. Or, le chef de l'État est dans la logique de la diminution du train de vie des institutions. Vous avez vu, il est parti d'une 60aine de membres du gouvernement à une 50aine. C'est toujours dans la logique de réduire le train de vie de... Mesdames et messieurs, c'était Maître Passim Bayo. Il est président de la COPOP. Il est au cadre de l'UDPS Tshisekedi, enseignant d'université, également pratiquant du droit. Il était avec nous dans cette émission. Merci beaucoup, Maître Passim Bayo. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je vous témoigne tous les sentiments patriotiques, autant que j'en témoigne pour le Wazalendo et les FARDC qui font un travail formidable, puisque il était temps que l'on puisse récupérer jour après jour. Et on dort tranquillement quand on apprend qu'on va de localité en localité. On va de village en village. Vous comprenez? Que Dieu nous donne la force à nos services de sécurité de pouvoir comment embrigader ces islamistes aussi qui sont
dans l'Ituri, dans une portion du Nord Kivu, Oui. qui se confondent à la population, qui profitent de la distraction puisqu'ils sont confondus à la population de manière asymétrique. Ils égorgent, ils tuent et l'on constate tous les jours de la vie des morts chez les populations congolaises. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo. Merci à Jordi Kalonda, merci à Christine Mbouka, merci à Homo Fortis Elika. On se retrouve prochainement pour un autre numéro avec d'autres invités. Antoine, ça m'est fini.